Nous sommes le lundi 6 octobre 2025 et nos amis Graham Fuller et Ray McGovern sont de retour parmi nous. Bon retour. Merci, Nima. Je pense que pour beaucoup d'entre nous qui sommes préoccupés par la situation en Ukraine et par ce qui s'est passé à la conférence de Valdai, où notre ami Gilbert Doctorow rapportait que les élites n'étaient pas satisfaites de la manière dont Poutine mettait en garde l'Occident, il ne semblait pas très influent ni très ferme dans son message à l'égard de l'Occident. Graham, je vais commencer avec toi. Penses-tu qu'il devrait être plus agressif envers l'Occident? Est-ce que cela serait utile pour sa position? Je parle ici de la position de Poutine dans la guerre en Ukraine. Eh bien, l'ensemble des remarques faites par le professeur Doctorow, j'ai beaucoup de respect pour lui. Cela ne veut pas dire que moi ou que nous soyons toujours d'accord avec lui. Mais c'est un commentateur remarquable, perspicace et bien informé. J'ai cependant été stupéfait de l'entendre à plusieurs reprises, peut-être 3 fois, soutenir l'idée qu'il était peut-être vraiment temps pour Vladimir Poutine de se retirer, car il n'a pas su répondre aux besoins stratégiques de la Russie dans la manière dont il conduit la guerre, en étant beaucoup trop prudent, en cédant aux pressions occidentales. Et il a suggéré qu'il y a un certain nombre de personnes au sein du Kremlin. Il est d'ailleurs intéressant que l'on puisse parler de ces choses-là dans la Russie d'aujourd'hui. Ce n'est pas la Russie de Staline. Mais bon, oui, j'étais aussi perplexe face à ce qu'il faisait. On peut débattre pour savoir s'il a raison ou non, mais on dirait presque que Gilbert, pour qui, comme je l'ai dit, j'ai beaucoup de respect, s'aligne sur certains groupes au sein du Kremlin concernant la conduite de la politique étrangère russe. Et cela me surprend. Cela a toutes sortes d'autres implications. Certains disent « Ah, cela prouve que la Russie est en train de perdre la guerre », tandis que d'autres affirment « Voyez, nous avons toujours dit que Poutine est très prudent ». Chaque personne, quelle que soit sa position politique, peut justifier son point de vue avec cet argument, y compris ceux qui disent que nous devrions redoubler d'efforts parce que Poutine est en train de perdre maintenant. Vous savez, c'est une position très lourde de sens, si l'on peut dire, à adopter dans ce débat. Oui, Eric, vas-y, Tufnay. Oui, je connais Jill depuis de nombreuses années et je partage ce que Graham vient de dire à propos du respect que j'ai pour son discernement. Sur ce point précis, je ne suis pas d'accord. Je pense que Jill interprète ce qu'il voit dans ses émissions de télévision, qui deviennent de plus en plus radicales, du moins c'était le cas la semaine dernière, et se dit peut-être qu'il y a quelque chose dans ce que d'autres ont supposé, que Poutine avance trop lentement, que l'armée ne supporte pas son attitude conciliante envers Donald Trump, et qu'il pourrait donc être renversé. Eh bien, en réalité, il n'y a pas beaucoup de preuves de cela. Quand j'ai examiné l'affaire de Valdai et que j'ai pratiquement tout lu, Poutine dégage une grande confiance. Il a un bon sens de l'humour. Il est clairement aux commandes, et il y a très peu de choses dans ses propos qui laissent penser qu'il se sent sur la défensive ou incertain. Il dit de temps en temps, « Nous ne sommes pas naïfs et nous ne nous laisserons pas exploiter. » Bon, d'accord, il dirait ça de toute façon. Donc selon moi, Poutine est vraiment en pleine ascension. Il a clairement indiqué qu'il accorde la priorité à l'établissement d'une relation décente avec les États-Unis, que l'Ukraine est une question secondaire, subordonnée. C'est pareil pour des choses comme le moment où les États-Unis ont bombardé l'Iran la première fois. Ne me citez pas pour la deuxième, d'accord? Donc, vous voyez, il a même dit, ou plutôt Peskov, je crois, a dit, « Écoutez, c'est sur un plan différent de notre effort continu pour améliorer les relations avec les États-Unis. »
Et vous savez, juste pour conclure là-dessus, la question des missiles Tomahawk est quelque chose que les gens, à mon avis, exagèrent. Quand le juge m'a interrogé à ce sujet la première fois, j'ai dit « ça n'arrivera pas ». Je me souvenais vaguement que la plupart d'entre eux, du moins ceux capables de transporter des armes nucléaires, avaient déjà été détruits dans le cadre du traité INF. Je ne savais pas vraiment, mais je ne pensais pas qu'il restait beaucoup de Tomahawks. Ils sont un peu anciens et ils sont destinés aux marines. L'Ukraine n'a pas de marine. L'Ukraine n'a pas de marine. Et pour qu'ils les installent sur un système terrestre, j'ai donc consulté de vrais experts qui en savent bien plus que moi. Scott Ritter, par exemple. Il dit oui, il leur faudrait des années pour faire cela. Eh bien, l'idée, bien sûr, c'est que nous ne les vendrions pas à l'Ukraine. Ah, ce n'est plus ça maintenant. Vous les vendez aux Européens, n'est-ce pas? Et les Européens n'ont pas assez d'argent, mais ils les achèteront quand même. Et d'ici à ce qu'ils les achètent, les Ukrainiens n'auront plus beaucoup de monde pour les faire fonctionner. Et vous savez, quand on demande à Poutine ce qu'il en pense, et il a répondu précisément, non pas à la question de relance, mais à la première question, comment réagissez-vous à cela? Il va dire bien sûr, eh bien, l'attaque n'a pas fait grand-chose, cela ne changera pas le cours de la guerre. Mais pour répondre à votre question, si dans le cas hypothétique, cela devait se produire, alors vous savez, la lumière au bout du tunnel que nous voyons en ce qui concerne l'amélioration des relations avec les États-Unis, cela en serait vraiment une victime. Maintenant, Lavrov a dit qu'aucune décision finale n'avait été prise à ce sujet, et en effet, il n'y en a pas. Je soupçonne que Poutine et les autres en discutent par des canaux officieux, ils sont en contact, et que nos interlocuteurs, peut-être Witkoff ou même Rubio, disent « Écoutez, c'est simplement un geste envers les Européens. Ils veulent une preuve sincère de notre intention de défendre l'Europe. » Alors nous parlerons du Tomahawk, ce qui est totalement irréaliste en Europe, tant sur le plan technique que politique. D'accord, mais Ray, ne trouves-tu pas un peu surprenant que justement en ce moment, alors que l'Europe est pratiquement en état d'hystérie, je ne trouve guère de meilleurs mots pour décrire ces gouvernements vacillant au bord de l'effondrement, certains s'effondrant presque, confrontés à d'énormes problèmes. Des manifestations pro-palestiniennes menacent les régimes. Ils n'ont pas d'argent, et voilà qu'ils suggèrent peut-être de dépenser davantage pour la défense, l'Allemagne et les autres. C'est bien la dernière chose dont l'Europe ait besoin. Je suis stupéfait que Gilbert propose une telle idée, que peut-être Poutine commence à perdre pied, qu'il devient trop mou. Je penserais que c'est simplement jeter, je ne sais pas comment dire, de l'huile sur le feu en Europe, en introduisant cette idée. C'est comme dire, regardez, nous pouvons gagner, Poutine est sur le point de tomber. C'est ce que nous disons depuis le début. J'ai été vraiment surpris. Je ne veux pas trop centrer cela sur Gilbert Doctorow, mais c'est tout de même remarquable qu'il fasse ces commentaires et qu'il s'associe en tant que non-russe à cette cause. Je trouve ça frappant. Eh bien, en quelque sorte, oui. C'est un Russe. Enfin, je veux dire, c'est un Américain, mais il vient d'une longue lignée de Russes distingués. Je connais assez bien Jill pour être tout à fait sûr que quelle que soit l'orientation de ses opinions, elle est sincère. Je veux dire, il observe ces gens et il est lui-même impatient peut-être, vous savez. Et quand il voit Poutine agir avec moins de fermeté que Gilbert Doctorow pense qu'il le devrait, il est facile de devenir impatient. Craig Roberts partage la même opinion que certains autres. Donc je n'ai aucun doute qu'il soit arrivé honnêtement à cette conclusion, qu'il s'aligne ou non sur d'autres positions. Il est troublant que l'Europe soit dans un tel désordre,
Mais vous savez, c'est en partie la raison de tout cela, me semble-t-il. Je ne crois pas tout ce que dit Lavrov, ni même ce que Poutine a dit à Valdai, mais ils expliquent tout ça en disant que les Européens sont dans une telle panade qu'ils ont besoin d'une diversion. Je veux dire, non seulement des Tomahawks, mais aussi la saisie de pétroliers qu'ils affirment contenir du pétrole russe. Allons, soyons sérieux. C'est de la piraterie. Je veux dire, il y a un type qui essaye de jouer les Napoléons, bon sang. Il n'est même pas aussi grand que Napoléon. Il ne le dit pas, donc il semble parfaitement détendu. Maintenant, il se peut, il faut toujours laisser, comme tu l'as dit plus tôt, Graham, sans fleurs s'épanouir et des opinions divergentes s'affronter. Mais vous savez, si les choses se déroulent comme prévu et que les Russes sont en train de gagner, alors le véritable grain de sable dans l'engrenage sera des gens comme Kellogg et d'autres. Le président des chefs d'état-major interarmés, apparemment, qui ont dit à Trump exactement le contraire, à savoir que les Russes sont en train de perdre. Mon Dieu, tôt ou tard, il deviendra évident sur le terrain qu'ils lui ont donné une version fausse, tout comme Bill Burns et ses prédécesseurs ont donné au président une version fausse parce que c'est ce qu'il voulait entendre, c'est-à-dire le président. Cela pourrait donc mener à toutes sortes de désordres. Mais en ce qui concerne Poutine, peut-être est-il trop naïf. Peut-être ne comprend-il pas les choses comme Gil les comprend. Je ne pense pas que ce soit très probable, mais il faut envisager cette possibilité. Oui, mais l'Europe semble être la plus dangereuse, comme un chien enragé à ce stade. Et en particulier le Mi-6, avec toutes ses opérations sous faux drapeau et ses attaques dans les pays baltes, des drones ici, des drones là. Et la plupart des Européens, la plupart des gens qui observent le monde, ont tendance à y croire, car il faut beaucoup d'efforts pour comprendre ce que sont réellement les faux drapeaux. Mais il me semble que c'est un moment extraordinaire pour introduire cette idée selon laquelle Poutine pourrait être faible et perdre sa position. À mon avis, en tout cas, que ce soit vrai ou faux, cela sert les intérêts de ceux qui répètent depuis le début que Poutine est sur le point de perdre la guerre, d'être limogé ou de s'effondrer. Je pense que tout l'enjeu, Ray et Graham, tout l'enjeu de Paul Craig Roberts et de Dr. O, est que la Russie devrait définir certaines conditions pour l'Occident afin de l'amener à éviter toute escalade du conflit en Ukraine. L'idée est de dissuader ce qui pourrait se produire si un événement majeur survenait. Par exemple, une opération sous faux drapeau ou des attaques contre la Russie avec des missiles Tomahawk. Imaginez simplement que une des grandes villes russes soit frappée et que de nombreuses personnes soient tuées. Cela provoquerait une énorme escalade entre la Russie et l'Occident. L'essentiel est le suivant. Aujourd'hui, j'ai parlé avec Paul Craig Roberts et il m'a dit qu'il s'inquiétait de l'usage possible d'armes nucléaires à mesure que le temps passe et que le conflit s'éternise. Mais vous savez, après tout, il demande que certaines lignes rouges soient définies par le président russe. Je ne vois pas que ce soit son attitude. Poutine a évité de définir des lignes rouges jusqu'à présent. Si je me souviens bien, sauf erreur de ma part, la seule fois où je l'ai entendu définir une ligne rouge concernait les missiles Taurus venant d'Allemagne à destination de l'Ukraine, et pas grand-chose au-delà de cela. Parce que, lorsque vous annoncez publiquement vos lignes rouges, vous perdez le contrôle de la situation. Ils peuvent faire monter les tensions. Vous pouvez avoir vos lignes rouges en privé et dire « s'ils les franchissent, alors je vais réagir ». Mais vous n'allez pas les annoncer à ceux qui veulent justement les franchir. Exactement. Non, je pense que tu as tout à fait raison là-dessus, Nima. Mais je veux dire, je pense que cela a porté le niveau de danger à un point nouveau et bien plus élevé que ce que nous avons vu ces dernières semaines, en tout cas. Et je reviendrai à ma remarque selon laquelle
Je pense que l'Europe fait preuve d'une irresponsabilité et d'une irrationalité incroyable, pour ne pas dire d'hystérie, dans sa manière de gérer cette situation. Et peut-être, comme le soutient Dr. O lui-même, que si la Russie n'agit pas de manière plus décisive, alors ses ennemis pourraient estimer qu'ils peuvent se permettre encore plus de liberté, aller plus loin et provoquer davantage. Permettez-moi d'ajouter un élément ici. J'ai trouvé Poutine à Valdai presque obséquieux vis-à-vis de Trump. C'est un type avec qui il est si facile de parler. Nous avons eu des discussions formidables. Et vous savez, il est sincère, il veut parvenir à une résolution de ses problèmes, et blablabla. La façon dont je me l'explique, et qui sait quelle est la véritable explication, c'est que Trump ne va pas bien. Comme disaient mes enfants adolescents, il ne va pas bien. En d'autres termes, il y a quelque chose qui cloche là-haut. Peut-être aussi sur le plan physique. Maintenant, si je suis Poutine et que je reçois un compte-rendu de mon conseiller présidentiel quotidien et qu'il me dit « Regardez, vous savez, regardez Trump à l'ONU, il parle pendant plus d'1 heure et mon Dieu, c'est une honte. Et regardez-le à Quantico. » Un adolescent, il entre là et il a l'habitude que la musique s'arrête. Oh mon Dieu, c'est la première fois que j'entre dans un endroit comme celui-ci sans qu'il y ait d'applaudissements. Donc, vous pouvez applaudir si vous voulez ou ne pas applaudir. Et si vous n'aimez pas ce que je dis, vous pouvez quitter la salle. Et là s'en va votre rang, et là s'en va votre avenir. Mon Dieu, c'est le... C'est la réaction d'un adolescent. Vous savez, peut-être que je suis injuste envers les adolescents. C'est puéril. Bref, toute cette affaire sentait vraiment mauvais. Poutine va-t-il se montrer plus véhément et dur? Non, il va faire l'équivalent d'une attitude conciliante envers Trump, en essayant de se mettre de son côté. Et le mieux dans tout ça, qu'est-ce qui vient juste de se passer hier? Trump est revenu et a dit « Bonne idée, pas une mauvaise idée, Monsieur Poutine. Nous pensons que nous devrions prolonger le traité New Start d'1 an, comme vous l'avez proposé il y a 3 semaines. » Eh bien, ça c'est du lourd, non? C'était énorme. Oui. Donc encore une fois, les Russes jouent un peu sur le long terme ici. Et les Européens ont compris que l'OTAN, c'est fini, que l'Amérique ne va pas les défendre. Il faudra donc un certain temps pour que ces gens, Macron, Scholz et Starmer, réalisent que, vous savez, c'était une idée vraiment stupide. Si la population ne les a pas écartés d'ici là, ils le seront. Au moins, ils finiront dans les poubelles de l'histoire. Parce qu'ils n'ont pas d'armes, pas d'argent, rien du tout par rapport à ce que les Russes ont déjà fait en Ukraine. C'est incroyable, c'est assez étrange. Et je suis d'accord, Graham, c'est étrange à un point extrême, ce que les Européens ne semblent pas encore comprendre. Ne vois-tu pas vraiment cela, Ray, comme une lutte pour l'âme de Trump, si l'on peut dire, entre l'Europe d'un côté, l'Europe et les partisans de la ligne dure où qu'ils se trouvent, et ceux qui cherchent une forme d'accord. Et l'Europe, bien sûr, s'est prononcée très fortement et très négativement, continue de se prononcer très négativement, contre tout ce qui touche à la paix. J'ai été plutôt terrifié lorsque Trump est allé à Londres et qu'on l'a promené dans les jardins royaux, dans le carrosse doré et tout le reste. J'ai pensé à ce moment-là que peut-être le roi Charles avait en fait acheté Trump. Mais je n'en sais rien. Enfin, c'est ce qui se passe. C'est une lutte pour savoir qui obtiendra l'oreille, la dernière oreille de Trump. Eh bien, vous savez, si vous regardez le sommet en Alaska, c'était Poutine qui tirait les marrons du feu pour Trump. Trump avait dit « 50 jours. Si vous ne terminez pas l'affaire ukrainienne et ne venez pas à la table des négociations, 50 jours et un cessez-le-feu immédiat. » Non, pas 50, 5 jours. Et puis il ne restait plus que 2 jours. Oh mon Dieu.
Alors il envoie Witkoff et ils ont cette séance, 3h30, si ma mémoire est bonne, avec Poutine. Et il dit très bien, c'est une bonne idée. Pourquoi ne pas détourner l'attention de toutes ces sanctions écrasantes et de tout ce bazar? Rencontrons-nous. Et nous avons parlé. Et cela s'est déroulé d'une manière à laquelle la plupart des gens ne s'attendaient pas, car Trump a renoncé à cette idée de cessez-le-feu immédiat. Le fait est que, le lendemain, ou peut-être 2 jours plus tard, les voilà. Blanche-Neige et les 7 nains. Maintenant, Blanche-Neige, sans vouloir offenser Blanche-Neige, disons qu'elle, c'est Trump. D'accord, Trump. Mais eux, c'étaient les 7 nains. Je veux dire, regardez-les. Comment ils se sont rassemblés pour écouter la parole du maître. Comment ils ont été traités. Excusez-moi les gars, vous pouvez quitter la pièce. J'ai promis à Vladimir de lui parler un petit moment. Alors, partez et revenez plus tard. Je veux dire, ils ont été traités. Eh bien, ils ont été traités avec beaucoup de mépris. Donc je pense que Trump a pris sa décision. Il voit que Poutine est sérieux, il pense qu'il peut traiter avec lui, et il voit que, vous savez, les Européens, eh bien, pour citer Staline, lorsqu'il a demandé à propos du Vatican, combien de divisions le pape a-t-il? Vous voyez? Eh bien, combien de divisions l'OTAN a-t-elle sans les États-Unis? Très très peu. Voilà donc les réalités sur le terrain. Poutine est incroyablement prudent, et je pense simplement que nous avons beaucoup de chance. Je le dis publiquement, nous avons vraiment de la chance d'avoir un homme comme Poutine et un diplomate accompli comme Lavrov. Ils ne vont pas se laisser provoquer. Ils vont jouer la carte de la patience. Absolument. Eh bien, je veux dire, on peut aussi placer cela dans un autre espace, plus complexe et conspirationniste. Certains ont avancé que Poutine lui-même, ou le Kremlin lui-même, affirmerait que Poutine subit une forte pression de la part des durs pour adopter une approche beaucoup plus agressive. Et donc, vous savez, si l'Occident ne se réveille pas et ne fait pas face à cette réalité, il devra affronter quelqu'un de vraiment coriace. Oui, pour être juste envers mon ami Gilles, il a évoqué ça comme la deuxième possibilité ici. En d'autres termes, oui, ces émissions de débat, mon Dieu, qu'elles sont devenues virulentes. Elles critiquent le président parce qu'il n'avance pas assez vite. Oh là là. Eh bien, ça pourrait être l'explication que Gilles pensait être la plus probable. Mais il se peut aussi que ce soit simplement destiné à montrer à quel point les Russes peuvent être durs. Donc oui, je pense que c'est un très bon point que tu as soulevé, Graham. Graham, que ressentez-vous à propos de Donald Trump lui-même? Il me semble, vous vous souvenez du jour où Zelensky a rencontré Donald Trump pour la première fois, qu'il a dit « Vous jouez une main perdante, vous ne l'avez pas ». Mais la main perdante, en ce moment, c'est celle de Donald Trump. Il joue une main perdante, mais il pourrait en faire une main gagnante grâce à un partenariat stratégique avec la Russie, à mon avis. Il pourrait changer complètement la donne. La Russie est prête à le faire, mais il est tellement hésitant à aller dans cette direction. Oui, je suis d'accord. Nima, je pense que c'est un très bon point. Et ce dont nous parlions à l'instant, ce que Poutine devrait faire pour se montrer plus dur. Je sais bien qu'au risque de ne pas être très politiquement correct sur la manière dont une nation traite une autre, l'Ukraine n'a fondamentalement aucune voix, aucune dans ce jeu. Tout ce qu'ils ont, leur argent, leurs armes, sauf je leur accorde ceci. Ils ont énormément de courage au combat. Ils méritent au moins ce crédit-là. Beaucoup, des milliers, des dizaines de milliers, sont morts. Mais en gros, l'Ukraine n'est rien si Trump décide de leur dire « J'en ai fini, la guerre est terminée. Asseyez-vous et faites quelque chose à ce sujet. » Il pourrait même dire cela aux Européens, à mon avis, même si c'est un peu plus difficile à faire passer.
Mais quelle résistance les Européens peuvent-ils opposer à tout cela? On pourrait facilement soutenir que Trump a été très faible dans sa manière de s'opposer à la fois à l'Europe et surtout à l'Ukraine. Oui, je dirais qu'il a Kellogg, peut-être Rubio. Il doit gérer ces gens-là. Qui sont-ils, Rick? Eh bien, Witkoff, par exemple. Non, pas Witkoff, Kellogg. Oui, il a dit il y a environ 2 semaines, en parlant de ces Tomahawks, quand ils en auront, ça va tout changer. Et tout le monde a répété ça. Maintenant, quand Lavrov s'est exprimé 2 jours avant que Poutine ne parle à Valdai, on lui a posé des questions à ce sujet. Il a dit « Oh, allez, pour l'amour de Dieu, tout cela vise simplement à montrer aux Européens que les États-Unis les écoutent encore, non ?» Et Maria Zakharova a dit « Vous savez, c'est vraiment étrange que Keith Kellogg dise des choses qui ne sont pas cohérentes avec la politique du président des États-Unis. » Vous savez, dans notre système, les gens suivent la politique. Et vous savez, c'est vraiment étrange. Quand Lavrov a rencontré Rubio, c'était la politique. Nous ne comprenons pas très bien d'où vient Kellogg. Zakharova n'est pas une inconnue. Il n'y a pas de petits joueurs là-bas. Donc vous savez, ils gèrent cela, ils s'en servent comme levier, ils en tiennent compte et disent d'accord. Donc, à mon avis, et au leur je suppose, ils ne pensent pas que Trump soit fiable, premièrement, et qu'il soit indépendant, deuxièmement. Et cela explique ses revirements. Mon Dieu, et s'il changeait d'avis demain sur sa volonté de négocier une prolongation du traité New Start? Mon Dieu, comment réagirait-il à cela? Je ne pense pas que cela arrivera. Mais qui peut exclure ce genre de choses? Tout ce que je dis, c'est que le pire cauchemar des dirigeants russes et soviétiques, comme vous le savez mieux que moi, c'est d'avoir quelqu'un de changeant, quelqu'un d'imprévisible avec les codes nucléaires. Et c'est pourquoi je pense que Poutine, qui est déjà en train de gagner en Ukraine, dit « Écoutez, ne vous précipitez pas, pour l'amour de Dieu, flattez ce type, dites qu'il est agréable à écouter. Petit à petit, nous obtiendrons peut-être ce que nous voulons. C'est un arrangement qui prend en compte nos intérêts essentiels, nos intérêts stratégiques, ceux qui sont existentiels pour nous. Il nous suffit d'être patients. Après tout, nous sommes en train de gagner. Pourquoi se presser? Voilà comment je le perçois. Et Ray, en plus de cela, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je veux dire, si nous attendons 2, 3, 4 mois, combien de ces 7 nains assis sur les sièges du pouvoir en Europe seront encore là? Ce serait un véritable bouleversement. Nous avons déjà vu un changement en République tchèque qui s'éloigne de la ligne pro-OTAN enthousiaste. La Hongrie est déjà dans ce camp, Fico en Slovaquie aussi. La tendance s'inverse. Je peux donc facilement imaginer Poutine se dire « Je n'ai qu'à attendre que ces 7 nains commencent à s'effondrer » et le chaos qui se répandra à travers l'Europe. Et Dieu seul sait comment Trump lui-même évoluera entre-temps. Ray, il y a 4 jours, nous avons eu Keith Kellogg, qui affirmait, si je ne me trompe pas, sur Fox News, que des responsables à Washington lui disaient que la Russie ne pouvait pas gagner. Qui sont ces responsables? Penses-tu que ces personnes sont liées à Marco Rubio? Parce que c'est l'état d'esprit de l'establishment, il me semble. Nima, bon sang, j'aimerais bien avoir une réponse à ça. Qui sont ces responsables? Graham et moi, nous nous connaissons depuis longtemps. Nous avons essayé de dire au président exactement ce que nous pensions, et en général, nous avions raison, croyez-le ou non. Maintenant, ces types, pensent-ils vraiment que la Russie est en train de perdre? Eh bien, la directrice du renseignement national, en décembre 2022, a dit « Ah, les Russes ont déjà perdu. Ils perdent des armes un peu partout. Ils ne peuvent même pas remplacer celles qu'ils laissent sur le champ de bataille, et ils n'ont aucune capacité nationale pour les remplacer. » C'était en décembre 2022.
Avril Haines était le nom de la directrice du renseignement national. Wow. 6 mois plus tard, en juillet, Bill Burns dit au président, « Poutine a déjà perdu. Son armée s'est révélée incompétente. Vous pourriez le dire dans le grand discours que vous allez prononcer à Helsinki. » Et bien sûr, Biden l'a fait. Je n'arrivais pas à comprendre. J'ai essayé de retracer les pas de Bill Burns. D'accord, où était-il avant de parler au président? Ah, il était à Kiev. À qui parlait-il? À Zelensky. Donc en somme, voilà la source directe. Zelensky dit « Pas d'inquiétude ici, nous maîtrisons la situation, nous avons géré l'armée russe. » Alors il rapporte cela au président. Mon Dieu, est-ce vraiment comme ça que ça se passe? Il y a toute une histoire de ce genre de situation. Je ne suis pas sûr que Tulsi Gabbard ait encore réussi à remplacer ces gens incompétents. Ou pire, ceux qui ont inventé le Russiagate et sont en partie responsables du point le plus bas de nos relations. Mais tu sais, il n'y en a pas beaucoup dans le coin. Je veux dire, Graham et moi, on reviendrait sans hésiter comme consultants et on dirait « J'adore ça ». Tu sais, bon sang, tu lis ce qu'ils disent, tu vois comment ça évolue, tu les observes sur le terrain et ensuite tu tires tes conclusions. N'écoute pas Zelensky, pour l'amour de Dieu. Tu n'écoutes pas Netanyahou. Tu nous écoutes, nous. C'est comme ça que ça se passait avant. Ce n'est plus le cas. Ouais, bon. Mais Ray, toi aussi, tu as été dans le milieu. Les vrais politiciens, bien plus que moi, et vous en êtes certainement conscients, savent que si les États-Unis devaient officiellement admettre ou même simplement reconnaître que l'OTAN, non seulement les États-Unis, mais l'OTAN avait perdu la guerre en Ukraine, cela provoquerait un véritable cataclysme quant à ce que cela signifierait pour l'avenir de l'Occident. Et puis, il y a toutes ces personnes qui disent, eh bien, aujourd'hui, c'est l'Ukraine, mais si nous perdons l'Ukraine, demain ce sera Taïwan. On a donc toute cette vision globale de ce que cela représente pour les États-Unis de perdre quoi que ce soit. Je veux dire, perdre peut-être une bataille au Venezuela, je ne sais pas. Qui oserait dire que les États-Unis, en tant que plus grande superpuissance mondiale, pourraient se trouver dans une position où ils seraient capables de perdre une guerre? C'est là que les négociations entrent en jeu. À mon avis, Poutine est prêt à donner à Trump autant de rouge à lèvres qu'il faut pour maquiller ce cochon de la défaite. Il y aura beaucoup de rouge à lèvres, mais on peut trouver un arrangement. Poutine joue sur le long terme. Vous savez, il veut la reconnaissance des intérêts russes soviétiques ici. Il ne veut pas de l'Ukraine dans l'OTAN. Donc si l'on part de ce principe, il peut jouer la carte de la patience. Voyons voir, j'allais dire quelque chose en réponse à ce que tu as dit, Graham, mais ça m'échappe maintenant. S'il te plaît, Nima, continue. Je veux orienter la discussion vers ce qui se passe au Moyen-Orient, car nous avons appris en ce moment que les États-Unis transfèrent beaucoup d'armes des États-Unis vers l'Europe, puis vers le Moyen-Orient, au Qatar. Et il semble qu'ils prennent quelque chose très au sérieux là-bas. Je ne sais pas à quel point cela concerne Donald Trump lui-même, car on ne peut vraiment pas se fier à ce qu'il dit. Chaque fois qu'il s'exprime, c'est différent de ce qu'il veut réellement faire. Et voici ce qu'il a dit à propos de l'attaque contre l'Iran. Et nous avons tiré 30 Tomahawks, tu le sais. En plus de ça, après les B-2, qu'en dis-tu? Les B-2, ces magnifiques ailes volantes, ont touché chaque cible. Et juste au cas où, nous avons lancé 30 Tomahawks depuis un sous-marin. Chacun d'eux a également atteint sa cible. Donc je dirais que l'Iran n'était pas particulièrement ravi. Ils allaient avoir une arme nucléaire dans un mois, et maintenant ils peuvent recommencer toute l'opération depuis le début. Mais j'espère qu'ils ne le feront pas, car nous devrons nous en occuper aussi s'ils le font.
Je leur ai fait savoir que s'ils veulent le faire, c'est leur choix. Mais nous allons nous en occuper et nous n'allons pas attendre aussi longtemps. Cela aurait dû être fait bien avant mon arrivée. Vous savez, j'ai reçu les pilotes des B-2 dans mon bureau, le célèbre bureau ovale. Ils sont venus à la Maison-Blanche et nous en avons parlé. Ils ont dit, vous savez, monsieur, pendant 22 ans, nos prédécesseurs et nous nous sommes entraînés pour cette frappe. Pendant 22 ans, nous nous préparions à éliminer le potentiel nucléaire de l'Iran. Mais c'est seulement quand vous êtes arrivés que nous l'avons fait. Et ils étaient tellement heureux de l'avoir fait. Ils s'étaient entraînés pour cette frappe pendant 22 ans. Oui, ils s'étaient entraînés parce que Netanyahou mentait. Il mentait sur la proximité de l'Iran à obtenir une arme nucléaire. Maintenant, sans tout reprendre depuis le début, en 2007, une estimation nationale du renseignement, et Graham supervisait ce genre de choses à l'époque. Elles étaient honnêtes autrefois. Et celle-là est la seule que je peux citer parmi la plupart des NIE que je connais. La seule que je peux citer qui a empêché une guerre d'envergure, ou du moins qui a contribué à l'empêcher. Parce que ce que Cheney et Bush voulaient faire, c'était frapper l'Iran avant de quitter le pouvoir en 2008. Quelqu'un a nommé un responsable honnête du renseignement, il s'appelait Tom Fingar, du département d'État. Ils ont conclu, après un an, ils ont eu un peu de chance aussi, que certaines informations secrètes étaient arrivées au cours de cette année-là. En novembre 2007, ils ont conclu avec une grande certitude, à l'unanimité, les 16 agences de l'époque, que l'Iran avait cessé de travailler sur une arme nucléaire à la fin de 2003 et n'avait pas repris ses travaux. Ce jugement a été maintenu jusqu'en mars de cette année, lorsque Tulsi Gabbard a dit la même chose, ajoutant qu'il n'y avait aucune indication que le guide suprême allait changer la fatwa. Non, j'ai appris grâce à toi, Nima, à quel point une fatwa est contraignante. Ce n'est pas comme une encyclique ou quelque chose qu'on peut simplement ignorer. Il faut lui obéir si l'on est un véritable croyant. Quoi qu'il en soit, même si Trump, ses pilotes de B-2 et les gens du Pentagone disent qu'ils ont anéanti l'Iran, l'idée n'était pas de l'anéantir. Ils ne pouvaient pas détruire le potentiel nucléaire. Ils essayaient de décapiter le régime et de provoquer un changement de pouvoir en Iran. Et ça, dit Hasbord pour lui. En ce qui concerne la tromperie de Netanyahou, tu te souviens probablement de cette scène à l'ONU. Je ne sais pas si tu as pu la voir. Alors, voici un livre que mon ami Gareth Porter a écrit en 2013. Il est incroyable. Lauréat du prix Gellhorn, un journaliste exceptionnel. Il a interviewé tout le monde à l'ONU, des personnes qu'il pouvait joindre en Iran, en Israël et ailleurs. Et il en est arrivé à cette idée disant « Regardez, c'est une crise fabriquée. Ils n'ont jamais été très proches d'une arme nucléaire. » Je te laisse en parler, Graham, mais selon moi, avant 2007, quand Tom Fingar a fait cette évaluation honnête, les NIU disaient essentiellement « Eh bien, nous pensons, disons en 1988, que l'Iran pourrait probablement obtenir une arme nucléaire dans 5 ans. » Puis en 1988 ou en 2001, c'était encore à environ 5 ans. Donc, tout cela relevait complètement de la spéculation. Est-ce que je me trompe, Graham, ou n'étais-tu pas vraiment dans cette position? Non, je n'étais pas impliqué dans cette affaire précise à ce moment-là, mais j'ai assisté à de nombreuses discussions connexes sur le degré d'avancement de l'Iran dans le développement de ses capacités nucléaires, en particulier de ses capacités militaires. À ce stade, cependant, je tends à m'intéresser davantage à la psychologie et à la politique qui sous-tendent tout cela. Ce qui m'effraie particulièrement, plus que tout le reste, c'est Bibi Netanyahou, que je considère probablement comme le seul dirigeant dont je pourrais dire sans hésitation qu'il pourrait réellement utiliser une arme nucléaire contre un autre pays.
Il y a beaucoup d'autres pays dans le monde, mais Bibi est plus susceptible de le faire que quiconque. Il a cette vision messianique et il parle de l'avenir du grand Israël. Maintenant, quand Israël est soumis à une énorme pression, disons aux États-Unis, avec la montée des mouvements anti-juifs ou anti-sionistes en Europe, il y a là une forte pression. Et j'ai tendance à penser que Bibi considère l'Iran comme la menace ultime à long terme. Probablement à juste titre, peut-être. Je veux dire, l'Iran est le plus grand pays du Moyen-Orient et une civilisation très ancienne. Donc je pense qu'il a le sentiment que s'il ne renverse pas ce gouvernement, le détruit, le décapite, quoi qu'il en coûte, son travail ne sera pas achevé. Et en outre, quels que soient les ennuis judiciaires dans lesquels il se trouve, cela effacerait complètement l'ardoise à ses yeux. Donc oui, je suis profondément inquiet. Que l'Iran soit ou non au seuil de posséder la bombe, nous savons que ce que l'Iran a pu faire avec ses missiles conventionnels a été dévastateur pour Israël. Je ne sais pas comment Bibi est prêt à affronter cela, et je ne sais pas jusqu'où Washington s'est engagé à défendre Israël contre ces missiles conventionnels. Ray, ce qui se passe avec la politique envers l'Iran, à mon avis, est la même chose que ce que nous avons vu avec l'Ukraine. Ils disaient vouloir défendre l'Ukraine, mais ils ont fini par la détruire. Et maintenant, il semble qu'ils convainquent les Iraniens de se tourner vers les armes nucléaires. Ils les y poussent. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour les orienter dans cette direction. Parce que cette nouvelle administration en Iran affrontait des gens à la fois à droite et à gauche, ceux qui soutenaient qu'il n'y avait aucun intérêt à parler avec les États-Unis. Ils voulaient en réalité dialoguer avec les États-Unis. Ils cherchaient une solution politique à la situation actuelle. Mais l'administration Trump et la politique menée entre les deux les forcent, affaiblissant simplement le gouvernement iranien de l'intérieur. Je ne comprends pas le but de tout cela. Combien de fois doivent-ils échouer avec ce genre de politique? Eh bien, avec Netanyahou au pouvoir, nous sommes tous dans un territoire assez dangereux. Je suis d'accord avec Graham. Disons en situation extrême, voici un homme, Netanyahou, qui commet la famine forcée, commet un génocide et a des raisons personnelles d'éviter la prison avec sa femme. Serait-il réticent? Hésiterait-il beaucoup à utiliser une arme nucléaire en cas d'extrême urgence, comme je le dis? Je ne pense pas pouvoir affirmer qu'il hésiterait. Donc la vraie question est de savoir si quelqu'un dit la vérité à Trump. Nous le faisions autrefois, d'accord? Maintenant, Bibi Netanyahou ment effrontément. Vous avez vu Trump dire là, juste dans cet extrait, si je me souviens bien, nous ne pouvons pas laisser l'Iran obtenir une arme nucléaire. Eh bien, Ted Postol dit qu'il pourrait obtenir suffisamment de matière raffinée jusqu'au niveau de pureté nécessaire pour fabriquer une arme, et qu'il pourrait peut-être même en construire une dans un immeuble résidentiel. Maintenant, le grain de sable dans l'engrenage semble être quelque chose que je ne comprends pas tout à fait, car une fatwa est une fatwa. Et si je me souviens bien, lorsque je t'ai posé la question la dernière fois, Nima, si le guide suprême voulait annuler une fatwa interdisant le développement d'armes nucléaires, par opposition à l'enrichissement nucléaire et tout le reste, pourrait-il le faire en secret? As-tu changé d'avis à ce sujet? Parce que cela semble important. Non, je pense que ce serait public, car c'est une décision majeure de sa part, et tout le monde devrait être au courant. D'accord. Alors puis-je en conclure que nous pouvons trouver un peu de réconfort jusqu'à ce que le guide suprême dise « D'accord, je me suis trompé. Nous, les musulmans, pouvons utiliser une arme nucléaire. » L'autre chose, c'est qu'ils n'en ont pas besoin. Je veux dire, ils ont des missiles hypersoniques qui ont réussi à traverser toutes sortes de systèmes de défense aérienne sophistiqués.
Et en Israël, nous ne savons même pas à moitié l'ampleur des destructions qu'ils ont causées. Donc, je suppose, enfin, deux questions. La fatwa, où en est-elle maintenant, Nima? Tu es au courant de cela. Et Graham, tu en sais plus que moi. Pouvons-nous trouver un certain réconfort, un certain apaisement, dans l'idée qu'avant toute véritable démarche vers la construction d'une arme nucléaire, par opposition à l'enrichissement, la fatwa devrait être annoncée, passer par le Parlement et être rendue publique? Cela nous donne-t-il pas un peu de répit? Sans une fatwa, ils ne peuvent même pas en discuter au Parlement. Et ensuite, comme le Conseil de sécurité et d'autres conseils supérieurs au Parlement devront en décider plus tard, la fatwa doit venir en premier. Elle devrait être publique. Tout le monde devrait en être informé. Le peuple iranien doit connaître la nouvelle stratégie. La nouvelle, vous savez, la grande stratégie de l'Iran. Ce n'est qu'alors que le Parlement en discutera. Avant cela, cela n'arrivera pas. C'est impossible à mon avis. D'accord, donc c'est une sorte de démarche descendante, mais il faudrait en discuter. Donc, encore une fois, bon sang, il me semble que tant que cela n'arrive pas, nous pouvons être un peu plus à l'aise que la plupart. Permettez-moi de dire ceci. Tulsi Gabbard, en mars de cette année, a non seulement déclaré qu'il n'y avait aucune preuve que l'Iran travaille sur une arme nucléaire, toujours aucune preuve depuis 2003, mais aussi qu'il n'y avait aucune preuve que le guide suprême ait changé d'avis concernant la fatwa interdisant le développement d'armes nucléaires. Maintenant, on pourrait dire qu'il y a eu une guerre entre-temps, mais la fatwa reste en vigueur. Je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais pour moi, ce sujet est toujours bien vivant. Même dans cette évaluation annuelle des menaces, Tulsi Gabbard a jugé bon de signaler que la fatwa n'a pas été levée. Et j'essaie, vous savez, de me mettre à leur place, et il doit bien y avoir quelque chose de religieux là-dedans. Souvenez-vous, quand ils combattaient l'Irak pendant 9 ans, dans les années 1980, l'Irak utilisait des armes chimiques, des précurseurs qu'ils avaient en grande partie obtenus de nous, d'accord? Et l'ayatollah a-t-il autorisé les armes chimiques? Non, il ne l'a pas fait. Donc je ne sais pas, je divague un peu. Vous connaissez l'histoire. Je connais vraiment toute l'histoire. Car à l'époque, les commandants demandaient à l'ayatollah de les autoriser à fabriquer, vous savez, des armes chimiques à utiliser contre les Irakiens. Il a dit non, ce n'est pas notre combat. Ce n'est pas ainsi que nous combattons. Et ils ne les ont pas utilisées. Je pense que la question de la bombe nucléaire peut être comprise dans le même état d'esprit. Ils ne la considèrent pas comme un élément décisif, car ils disposent de missiles supersoniques et hypersoniques. Pourquoi auraient-ils besoin de se tourner vers les bombes nucléaires? Et Israël, ils peuvent déjà atteindre Israël. Ils n'ont pas besoin d'aller dans cette direction. Ma dernière question serait donc, Netanyahou attaquerait-il l'Iran comme il l'a fait il y a quelques mois, sans être absolument certain que Trump interviendrait et le soutiendrait en cas d'extrême urgence? Le ferait-il ou aurait-il besoin d'avoir la certitude préalable que Trump agirait comme la dernière fois? Qu'en pensez-vous? Je ne sais pas. Eh bien, je veux dire, Ray, je ne sais pas à quoi ressemblerait ce genre de garantie. Trump peut continuer à dire, comme nous le faisons toujours, que nous soutenons Israël. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement sur le plan technique et militaire? Et je ne suis pas un militaire, donc je ne sais pas à quel point ces promesses ont du sens pour Israël. Que nous serions capables d'arrêter ou de bloquer des missiles hypersoniques entrants. Peut-être que nous le voudrions, mais que nous ne le pouvons pas. Ou peut-être que nous pourrions en intercepter certains, mais pas tous. Je n'en ai aucune idée. Cela me semble simplement un concept très vague, à moins que Washington, à moins que Trump ne dise
Tu es seul, Bibi, et il ne dira pas ça. En dehors de cela, il est très difficile d'en interpréter la signification. Sur le terrain, pour ainsi dire, nous avons ces avions KC-135, une douzaine d'entre eux, qui volent vers Doha, au Qatar. Mon Dieu, cela m'inquiète terriblement. Est-ce simplement une sorte de démonstration ou une menace sans réelle intention? Je veux dire, ce sont des avions ravitailleurs, entre autres. Nous parlions jusqu'ici de manière théorique, mais cela s'est produit au cours de la dernière semaine. Je ne sais pas comment interpréter cela. Et vous, qu'en pensez-vous? Non, sauf qu'ils sont des cibles faciles, il me semble. Des cibles faciles, et un casus belli s'ils étaient attaqués, ce qui mènerait à une guerre directe entre les États-Unis et l'Iran. Mais, oui, difficile à prévoir. Je pense qu'au fond, il faut comprendre ce qu'Israël a en tête. Que veulent-ils d'une attaque contre l'Iran? Parce que le changement de régime, c'est fini. Je ne pense plus que ce soit le cas. Donc la seule chose qui pourrait se passer, c'est une diversion. S'ils récupèrent les otages du Hamas et veulent tout détruire à Gaza, tout en attaquant l'Iran pour nous détourner de ce qui se passe à Gaza. C'est peut-être ça. C'est tellement sordide si on le voit de cette façon. Mais Nima, pourquoi dis-tu que tu ne crois pas que la décapitation soit encore envisagée? La décapitation ne fonctionne pas. Graham qui va être la cible. Supposons que l'ayatollah soit la cible. Alors qui est au-dessus de lui? Personne. Ils ont 5-10 personnes prêtes à le remplacer. Alors qui va? C'est un jeu perdu d'avance. Il y a des personnes pour le remplacer, mais aucune n'a vraiment la même envergure. Et l'impact psychologique de la destruction de la direction suprême est très considérable. Je veux dire, nous savons aussi que le Hamas et le Hezbollah sont capables de faire émerger parmi leurs rangs probablement de très bons commandants pour remplacer la direction. Mais malgré tout, cela a été psychologiquement et militairement très dommageable, accablant même. Je ne suis pas sûr de croire qu'Israël n'essaierait pas d'éliminer un grand nombre de membres du groupe dirigeant iranien. Tu sais ce qui se passe. Je ne sais pas si tu te souviens de ce qui s'est passé après la mort du guide suprême de l'Iran, Khomeini, le premier dirigeant de l'Iran. Beaucoup de gens pensaient que c'était la fin de la révolution, que tout était terminé. Mais ce n'est pas ce qui s'est produit. Ils ont tout géré. Il existe un système en place en Iran. Le problème, c'est que les gens de l'extérieur ne comprennent pas qu'au sein de la structure politique iranienne, ils savent comment gérer ces questions. Ils savent comment remplacer les dirigeants. Et les personnes que tu as mentionnées, celles qui remplaceraient le guide suprême, ont le même type d'état d'esprit. J'en suis sûr, absolument sûr, c'est le même état d'esprit. Et ils vont poursuivre la même voie. Cela ne changera pas. Peut-être que le nouveau dirigeant serait plus agressif, moins politique, moins disposé à dialoguer avec l'Occident. C'est là le problème. C'est le risque, à mon avis. Nima, je pense que c'est une chose qui te convainc que, eh bien, j'ai perdu le fil de ma pensée. Mais le point que tu soulevais tout à l'heure semble être développé par ce que tu dis maintenant, et je vais m'en tenir là parce que je ne me souviens plus de ce que je voulais dire. L'autre chose que je voudrais simplement mentionner, c'est que, selon les dernières informations, un avion cargo Antonov très puissant a atterri à Téhéran il y a seulement quelques heures. Nima, en avons-nous déjà parlé? Il y a donc cet angle russe et cet angle chinois. Tous deux ont des intérêts profonds dans ce qui se passe en Iran. Je ne sais pas. J'aimerais penser qu'ils auraient plus d'influence sur toute décision,
non seulement d'Israël, mais aussi des États-Unis, pour soutenir Israël cette fois-ci, contrairement à il y a 2 mois, ou quand c'était en juin, je suppose, lorsque Israël a attaqué l'Iran et que les États-Unis se sont joints au conflit. Donc j'ai pas trop en nous. Eh bien, je veux dire, Ray, tu sais que tu as une meilleure compréhension de la situation que moi. Mais je dirais que la Russie est là pour fournir un soutien et un appui militaire, un appui en missiles, une défense aérienne, et ainsi de suite. Je pense que la possibilité d'une confrontation directe entre les États-Unis et la Russie en Iran ou au-dessus de l'Iran est assez improbable. Cela ne veut pas dire que le soutien logistique et la défense aérienne ne seraient pas significatifs. Peut-être qu'ils affronteraient même des chasseurs israéliens. Je ne sais pas. Mais je parierais quand même qu'une véritable confrontation américano-russe autour de l'Iran est peu probable. Je suis d'accord avec ça. Je pense que la Russie et la Chine ne peuvent pas se permettre de perdre l'Iran. Pour la Russie, cette région méridionale deviendrait extrêmement instable. Nous connaissons les cas de la Géorgie, de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie. La région est déjà instable. Si quelque chose arrive à l'Iran, c'en est fini à mon avis. Le Moyen-Orient, la sécurité énergétique, toute la situation énergétique là-bas sont extrêmement importantes pour la Chine. Et en matière de sécurité, les radicaux, les wahhabites, les salafistes, représentent d'énormes préoccupations pour les Russes en ce qui concerne l'Asie centrale, la Tchétchénie et le Daghestan. Je ne vois pas la Russie et la Chine reculer dans le cas de l'Iran. Elles feront tout leur possible pour soutenir l'Iran si quelque chose se produit. Eh bien, ils ont tous deux des traités avec l'Iran, n'est-ce pas? Et j'étais stupéfait. Vous savez, celui entre la Russie et l'Iran a pris environ 2 ans et demi à négocier. Je me disais sans cesse, « Oh, les Russes ont probablement peur de se lier aux Iraniens et de se retrouver impliqués dans une guerre au Moyen-Orient. » Mais pas du tout, c'était l'inverse. Les Russes leur ont dit, « Écoutez, on peut en faire à peu près un traité de défense mutuelle, comme celui que nous avons avec la Corée du Nord. Vous n'en voulez pas? D'accord, très bien, vous en êtes sûr? C'est pour ça que la négociation a pris autant de temps. » Maintenant, je suis enclin à penser, comme toi, Nima, qu'étant donné ce qui s'est passé cette année et les enjeux, et le fait que les BRICS soient désormais membres à part entière, tu sais, il y a beaucoup en jeu. Donc je n'exclurais pas que non seulement les Russes, mais aussi les Chinois, qui dépendent bien plus du pétrole du Golfe Persique que les Russes, disent probablement à Trump à Washington, « Netanyahou n'écoutera pas. Regarde, si tu t'impliques avec Netanyahou, cela finira mal, comme disaient les Chinois il y a 5 décennies, très mal. Et cela pourrait avoir un certain impact cette fois-ci. » Graham, qu'en penses-tu? C'est un calcul très intéressant, Ray, que tu as soulevé. Je ne suis pas sûr. Tout d'abord, je ne sais pas à quel point des discussions franches ont lieu, en particulier entre les Chinois et Washington, sur ces questions. L'autre chose, cependant, ce n'est pas exactement une réponse à ta question. Mais je pense que les États-Unis eux-mêmes commencent à se sentir de plus en plus pris dans une toile autour d'eux, une sorte de toile du tiers-monde ou des BRICS, voire du Sud global, dans laquelle il devient de plus en plus difficile pour les États-Unis d'accomplir ce qu'ils veulent faire et de faire faire aux autres ce qu'ils veulent. Et cela m'inquiète, que cela puisse conduire à certains éléments d'irrationalité dans la riposte, pour prouver que je suis toujours fort, comme le dit l'auteur russe Vadis Kordanov. Je veux dire, nous n'abandonnerons pas. Je ne pense pas qu'Israël voudra abandonner, surtout à mesure que les pressions s'intensifient maintenant sur Israël aux États-Unis et ailleurs.
Ce n'est pas une question de tactique militaire. C'est une question d'émotion profonde, psychologique, voire existentielle. Oui, ce point faible est vraiment important. Tu cites Boris Godunov. Je peux imaginer la personne dire « Très bien, Boris Godunov maintenant. Godunov. Oui, désolé pour ça. » Merci beaucoup, Ray et Graham, d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir de vous parler. Merci, Nima. J'ai apprécié Nima avec vous deux. Merci. Bonne discussion. Prenez soin de vous. Au revoir. Khuda Hafiz.